Amis internautes, bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir Eric, amis du soir, bonsoir. Bon, on la connaît celle-là. Alors ce soir, Écoute, hein. c'est notre ami Claude qui a concocté le menu et qui a choisi... attendez, on a une ambulance qui passe. Ah oui, effectivement, c'est encore un coup de Zelensky. Non, c'est pas ça, c'est pas lui. Ça tombe. Et donc, avant de recevoir nos invités, on va faire un bref clin d'œil à nos amis de March to Gaza qui sont le nez dans le guidon, comme on l'imagine bien. Le 19 juin, c'est très bientôt. Et visiblement, March to Gaza est en train de se mobiliser dans de nombreux pays pour constituer une grande tribu qui partira donc du Caire jusqu'à Rafah pour essayer d'obtenir l'ouverture du poste frontière et l'accès aux besoins humanitaires. Alors, si tu veux bien, on va juste diffuser cette courte capsule de 40 secondes et après, je te laisserai dérouler l'émission et je vous rejoins tout à l'heure, comme prévu. Ça marche. Voilà, mon cher Claude, je te laisse ouvrir le bal. À tout à l'heure. Merci Eric. Donc effectivement, on est en total soutien avec évidemment ce qui se passe à Gaza, d'où la diffusion à chaque émission d'un clip concernant March to Gaza. Alors, ceci étant posé, ce soir, nous avons réuni en fait un panel d'intervenants qui, au premier abord, semblait être assez différents de par leur domaine d'études respectifs. C'est vrai. Et pourtant, tout part d'apprendre et de comprendre. En effet, quand on regarde un peu, plus une personne comprend les informations et les données, en fait, et plus elle est à même d'analyser et d'aller vers plus de compréhension, donc plus de survie et évidemment moins de destruction. Le problème, c'est que de plus en plus, à cause ou grâce, je ne sais plus, des progrès technologiques qui nous apportent des choses et des progrès électroniques aussi, force est de constater malheureusement que le QI, l'éducation et l'instruction est en total déclin et que malheureusement, ça ne s'arrange pas au fil des années. Donc, je fais ce genre de préambule parce que justement, nous avons parmi nos invités, que je ne vais pas tarder à vous présenter, quelqu'un qui ouvrira donc cette émission pour nous parler effectivement d'un ouvrage qu'elle a écrit et conçu qui s'appelle « Apprendre et comprendre autrement ». Bon, donc, ceci étant posé, nous avons donc invité pas mal de gens ce soir. Et la première des invitées, donc, elle s'appelle Corinne Dupré. Elle est écrivain et universitaire et elle est auteure justement du livre que j'ai là. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le livre de Chloé. J'en ai quelques-uns ce soir. Voilà, Apprendre et comprendre autrement chez Studirama. Corinne, bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. De rien. Alors, la deuxième personne qu'on accueille, je fais honneur aux dames d'abord. Hein. Messieurs, vous m'en voudrez pas. Moi, j'ai un peu cette éducation de galanterie française qui peut-être est remise en cause aujourd'hui, mais moi, je la garde. Alors, la deuxième personne donc que nous accueillons ce soir, elle est suisse.
Elle est mathématicienne, elle est journaliste indépendant, elle est auteure d'un livre qui est une autobiographie, un livre philosophique, et j'ai le plaisir d'accueillir donc Chloé Framery. Merci Claude, bonjour Corinne, merci beaucoup. Cette fois, c'est le bon livre. Cette fois, c'est le bon livre. De toute façon, je les aurais représentés après, donc Oui. voilà. Ensuite, le prochain invité que nous allons accueillir de suite, il s'appelle Alain Le Bihan. C'est une personne que je connais bien. On se rencontre souvent, on se côtoie souvent. Il est écrivain, essayiste. Il a écrit tout un tas de livres très intéressants. Et son livre le plus récent qui vient de publier, il s'appelle Trump et la fin de l'Empire américain, aux éditions d'Estime. Ah oui, j'avais oublié de préciser que pour le livre de Chloé Framery, c'est de l'auto-édition, et pour le livre de Corinne Dupré, c'est chez Studirama. Et la dernière personne que nous allons accueillir sur ce plateau, il s'appelle Dimitri de Kochko. Il est journaliste, il est réalisateur, il est militant associatif, il est fondateur entre autres du site Stop Russophobie. Et Dimitri, j'ai le plaisir de le rencontrer assez souvent à Paris. Il organise des super conférences et on s'est vu il n'y a pas longtemps. Dimitri, c'est un plaisir aussi de t'accueillir ce soir. Merci Claude, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vous quatre. Nous avons donc Eric à la technique derrière qui nous rejoindra un peu plus tard, le temps qui cale un peu tout ça. Parce que sans lui, en fait, il n'y aurait pas d'émission. Hein. C'est ça. On a toujours besoin de techniciens derrière parce que sinon, ça ne colle pas. Alors, on va commencer par vous, Corinne, parce que Corinne, en fait, vous avez écrit un ouvrage et cet ouvrage, il est très intéressant. Je l'ai trouvé assez dense. Ce n'est pas une critique, hein, c'est plutôt positif, mais c'est assez dense. C'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui n'a pas un cursus universitaire très poussé, j'ai trouvé c'est dense. Mais c'est très intéressant parce que ça va nous permettre justement un préambule de notre émission de ce soir, parce que cet ouvrage que vous avez écrit s'intitule « Apprendre et comprendre autrement ». Alors, vous allez pouvoir en parler quelques minutes de votre ouvrage. Par 53, j'avais noté que vous expliquez que le langage écrit ou oral est la compréhension, et vous écrivez selon la dernière étude PISA, PISA, publiée en décembre 2023, la compréhension de l'écrit des élèves français âgés de 15 ans est passée en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc l'OCDE, je le rappelle, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc, malheureusement, c'est un constat et c'est quand même assez dramatique. Donc, je vous laisse développer un peu votre ouvrage, pourquoi vous l'avez écrit et quel est le but que vous avez recherché au travers de cet ouvrage. Ah oui. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite correction par rapport à ma présentation, puisque je ne suis pas universitaire. Il se trouve que non. En fait, j'écris en psychologie depuis 2008 pour Studirama. J'ai un parcours en psychologie. Mais sinon, je suis journaliste et formatrice. Au départ, je formais des managers. Et du coup, j'ai écrit beaucoup en psychologie du travail. J'ai écrit un peu en psychologie développementale. Et maintenant, je m'oriente plus vers la psychologie cognitive, justement, et les apprentissages qui sont en lien tout simplement avec mon métier, qui est la formation. Voilà. Donc, c'était pour... En quatrième de couve, c'était écrit « Force de son parcours universitaire dans ce domaine », etc. C'est pour ça que je me suis un peu basé là-dessus. Mais c'est parce que j'ai une formation en psychologie, mais j'ai travaillé pour des gros groupes internationaux, et du coup, j'ai allié mon expérience sur le terrain, donc dans les gros groupes, et la psychologie, et notamment la psychologie du travail, pour écrire des ouvrages, en fait, tout simplement pour ça. D'accord. Voilà. Okay. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Ensuite, par rapport à mon ouvrage, il rentre dans une démarche un peu plus générale. En définitive, je l'ai commencé en 2018 en écrivant un ouvrage qui s'appelle « Apprendre à dire non ». Pour dans un premier temps, commencer à regagner son autonomie vis-à-vis du système, vis-à-vis de l'entourage professionnel, etc.
Et son autonomie dans le sens où les personnes, grâce à cet ouvrage, pouvaient regagner leur autorité dans un premier temps. Ensuite, en 2019, j'ai écrit des connexions mode d'emploi pour reprendre la maîtrise de son temps. Et j'ai considéré qu'il était indispensable de pouvoir se réapproprier son temps et ne plus se le laisser voler, soit par des activités diverses comme les réseaux sociaux ou par ses employeurs, etc., pour pouvoir construire ses propres projets, pour pouvoir s'investir dans ses propres projets. Et dans la même démarche, j'ai proposé en définitive une nouvelle collection à mon éditrice l'année dernière pour aller vraiment uniquement sur les thèmes de l'autonomie. Et là, je me suis dit qu'on va rentrer dans le dur puisqu'on va. J'ai décidé donc d'écrire Apprendre et comprendre autrement pour que les lecteurs, que les personnes en général, que la population reprennent en main leurs apprentissages. Parce que grâce aux apprentissages, on peut, c'est ce qui nous permet de nous adapter, tout simplement, aux divers environnements qui existent et qui sont fluctuants, bien évidemment. Ça nous apprend la résilience aussi, d'être capable d'apprendre. Mais surtout, ça nous permet de reprendre de l'autonomie de pensée par rapport au fait qu'aujourd'hui, les systèmes actuels, c'est ce que j'ai remarqué, utilisent beaucoup les techniques d'apprentissage pour manipuler les populations, pour les amener à penser de telle ou telle façon et pour les amener à changer leur comportement. Et je me suis dit qu'en expliquant tous ces mécanismes, en donnant les clés à la population, aux lecteurs en général, pour qu'ils comprennent eux-mêmes la façon dont ils apprennent, la façon dont ils fonctionnent, et qu'ils puissent de nouveau apprendre des choses et maîtriser leur pensée, leur processus de pensée, ça leur permettait de se défendre tout simplement par rapport à ces tentatives de manipulation. Et je parle d'un phénomène qui a été évoqué auparavant par d'autres avant moi, peut-être mieux, un phénomène qui s'appelle l'impuissance apprise, puisqu'en définitive, des techniques d'apprentissage sont utilisées pour faire croire aux populations qu'elles sont impuissantes par rapport à ce qui leur arrive. Elles ne peuvent plus agir, elles ne peuvent plus décider par elles-mêmes, etc. Et en donnant les clés de compréhension de ces processus et en donnant les clés de compréhension de son propre fonctionnement, c'est une façon justement de combattre cette impuissance apprise et rentrer dans une démarche plus positive et de regarder l'avenir avec optimisme. Voilà. Donc ça, c'est le résumé de l'ouvrage, déjà pour commencer. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Et effectivement, eh bien, ça colle parfaitement avec ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a une masse de gens qui répondent de moins en moins à ce qui se passe et aux véritables informations. Alors, après, de toute façon, vous aurez l'occasion, Corinne, d'interagir avec les autres invités. Chloé, à toi. Mon cher Claude. Ma chère voilà, Chloé. C'est le bon livre, effectivement. La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020. Alors ce livre, il aura un autre titre, figure-toi, dans quelques mois, parce qu'il va sortir en édition, aux éditions Résurgence. Et il y aura un autre titre, alors je ne vous le donne pas encore, on laisse un peu de suspense. Ce n'est pas qu'un essai philosophique. Alors moi, je suis universitaire, si ça peut intéresser quelqu'un. Je suis mathématicienne au départ, et c'est vrai que ça se voit pas toujours, parce que je ne parle jamais de maths, ou presque. Mais je compte bien me rattraper. Donc ce livre, c'est une biographie, c'est une autobiographie. C'est aussi un essai philosophique, comme tu as très bien dit, et c'est aussi une analyse géopolitique de la Suisse et de Genève en particulier, où je suis née, et qui est mon pays d'adoption, la Suisse. Hein. Je ne suis pas suisse d'origine, je le rappelle. Je suis française et belge d'origine, et je suis naturalisée suisse. Et donc, j'ai vécu pratiquement toute ma vie en Suisse, où j'ai pu voir évoluer les différentes organisations internationales, dont l'OMS, dont l'ONU, dont l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dont l'OMM, Organisation mondiale de la météorologie, qui s'occupe du GIEC, chez nous aussi. Voilà, donc on a tout un florilège de magnifiques organisations qui décident à notre place ce qui est bon pour nous, à ma porte, quoi, juste à côté de chez moi.
Donc j'ai voulu en faire profiter tous les francophones et éventuellement d'autres populations, d'autres pays. Peut-être qu'on le traduira. Et en même temps parler de mon parcours, puisqu'il a été tellement déformé et sali par les médias, par les journaux, par les télévisions en francophonie, que je pensais que c'était aussi une sorte de droit de réponse, ce livre, à toutes les injures et les mensonges qui ont été dits à mon sujet depuis 5 ans. Voilà, donc ça fait 1 mois qu'il est diffusé. Ça fait 1 mois qu'on peut se le procurer sur mon site, chloéfranerie.ch. Et les retours que j'en ai sont très, très positifs. En général, on me dit qu'on le lit en 2 ou 3 jours, que c'est difficile de décoller le regard une fois qu'on est plongé dedans. Et j'ai la chance d'avoir plusieurs librairies indépendantes qui le distribuent, que ce soit en France ou en Suisse pour le moment. Donc c'est assez positif. Et d'ailleurs, il y a des surprises, je ne sais pas si je le dis tout de suite, mais j'ai eu un contact, je le dis quand même, je dis un petit peu quand même maintenant. J'ai eu un contact très récent, puisque c'était hier, avec des responsables de la Poste en Suisse qui veulent m'aider à vendre ce livre et à faire connaître ce livre. La Poste. C'est très positif. La Poste suisse. La Poste suisse. Et oui, vous avez bien entendu. Ouais, j'ai l'impression que le vent tourne en ce moment. C'est assez sympa. Alors là, si la Poste suisse s'y met, alors là, franchement, c'est pas en France que ça doit arriver. En France, il y a un slogan avec la Poste, c'est bouger avec la Poste. Et vous bougez avec la Poste, franchement, bon, bref, de toute façon. Chloé, il y a quelque chose dans son livre qui est intéressant. Tu parles de l'existence du TISA aussi en Suisse, du Trade in Service Agreement, un accord sur le commerce des services. J'ignorais totalement ce truc. Tu connaissais pas TISA? Vas-y. Alors TISA, c'est un accord de libre-échange qui était négocié à Genève pour changer en 2012, de 2012 à 2016. Et on s'est beaucoup, énormément mobilisé sur cet accord qui concerne 50 pays, qui concernait 50 pays et qui a été suspendu avec l'arrivée de Trump en 2016. Je faisais partie du comité Stop TISA que j'ai animé pendant 8 ans et on a fait poser des drapeaux sur le pont principal de la ville de Genève, Stop TISA en gros, et c'est un accord qui permettait à toutes les entreprises de services de s'implanter en Suisse et de recevoir des subventions complètement égales à celles que reçoivent les services publics, par exemple. C'est un des aspects de TISA, et qui permettait donc dans tous les pays concernés par l'accord de donner l'hégémonie à ces entreprises privées qui étaient capables aussi de faire évoluer les lois pour qu'elles ne leur soient pas défavorables, puisque en vertu de la concurrence libre et non faussée, il s'agissait de donner les mêmes droits aux entreprises privées qu'aux entreprises publiques, en fait. Donc c'est par là que je suis entrée dans le militantisme. C'était en 2012. Écoute, merci pour l'info, parce que j'avoue, le TISA, c'est comme CETA, mais en beaucoup moins médiatisé. CETA, tu en entends parler. C'est ça. Voilà. Oui, celui-là, oui. Mais alors, le TISA... Bon, écoute, merci pour l'info, en tout cas. Et merci pour la présentation de ton livre. Alors, on va passer à notre ami Alain Le Bihan, qui est en dessous de mon écran, qui vient, lui, de sortir « Trump et la fin de l'Empire américain » aux éditions Décime. Donc, en sous-titre, « Les États-Unis de Nixon à nos jours ». Alors, Alain, depuis que tu as écrit ce livre, qui date de pas longtemps, en fait, 2024, est-ce que des choses ont évolué depuis que Trump, en fait, est passé au pouvoir? Oui, on peut dire que les choses ont évolué dans différentes directions, pas toutes forcément positives, mais il y a eu une évolution significative autour des questions de la guerre en Ukraine et puis de l'affaire de Gaza. Et l'origine de mon livre, c'était pour montrer la constance, la permanence de la politique étrangère américaine. Donc j'étais parti de Nixon, parce que Nixon, c'était la fin de la guerre du Vietnam, et en même temps, c'était là où le président américain était au plus bas, puisqu'ils ont réussi à le chasser. Et en passant par l'autre phase, l'autre période, c'est la fin de l'Union soviétique. Fin de l'Union soviétique,
qui va complètement déranger le fonctionnement du monde à partir de l'idée suivante. L'Occident considère qu'il a gagné une guerre contre le mal, l'empire du mal, et qu'à partir de ce moment-là, la démocratie libérale, comme le dit dans un bouquin un célèbre néoconservateur américain, la démocratie libérale a gagné, et maintenant, l'histoire est en partie terminée. Il y a quelque chose à régler de temps en temps quand il y a des gens ou des peuples qui se manifestent. Là, il suffira d'envoyer les avions et de bombarder. C'est ce qu'on a connu en Yougoslavie à la fin des années 90. Alors, ce qui avait d'intéressant pour moi dans cette explication, enfin ma vision des États-Unis, c'était que, comme l'Occident en général, sont arrivés au pouvoir de nos pays des voyous, des gens dont la seule préoccupation c'était de gagner du fric, et à partir de ce moment-là, un comportement de voyou, c'est-à-dire bon, celui qui n'est pas d'accord avec nous, on lui envoie l'armée. Et ça a duré. En fait, ça s'est terminé en 1924 quand la Russie a dit maintenant c'est terminé. Ce que vous voulez faire en Ukraine pour nous traiter de la même façon que la Yougoslavie, c'est fini. Et nous allons vous montrer ce que nous sommes capables de faire. Donc c'était ça que je voulais montrer. Et à travers ça, la montée en puissance des États-Unis, de Nixon où ils sont en bas, montée en puissance jusqu'à Bill Clinton. Ça commence quand même à s'abîmer avec Bill Clinton parce que c'est quand même un personnage plus ou moins douteux. Il y avait un sénateur américain qui n'était pas de son parti, qui était du Parti républicain, qui avait dit « C'est incroyable le nombre de victimes de morts violentes autour de la famille Clinton ». Donc ça donne un peu l'image de ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça s'est poursuivi avec George Bush qui, lui, a pu faire pas grand-chose parce qu'on lui avait collé, on lui avait fait tomber le tour. Et Obama, on a vu ce qu'a donné Obama. On a vu ce qu'a donné Obama dans les différentes composantes. Et donc, la tentative de relève de ce pays avec Trump, étant entendu que celui-là, en tout cas lors de son premier mandat, n'a engagé aucune guerre. Il a même fait rapatrier une partie des troupes qui étaient en Europe, il l'a fait rapatrier aux États-Unis. Il était parti sur la même ligne pour son deuxième mandat qui a commencé il y a moins d'1 an. Et là, on s'aperçoit quand même que les difficultés sont très très lourdes parce qu'entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il va faire, il y a toute une partie de l'État profond américain qui manœuvre. Donc voilà, c'était pour informer les gens qui s'intéressent à la géopolitique mondiale, ce qui était en train de se passer et les enjeux tels qu'on pouvait les apercevoir sur une période de 30 ans, 30-40 ans. Eh bien, merci Alain. Merci Alain de cet exposé pour ton livre très intéressant au demeurant d'ailleurs. Ça, c'est tout à fait exact. Alors, on va passer à notre ami Dimitri. Dimitri qui a un parcours très intéressant, journaliste, écrivain, et a fondé, entre autres, parce qu'il a aussi cofondé d'autres sites d'information, il a fondé un site qui s'appelle Stop Russophobie. Et alors, quand on va sur la page d'accueil de Stop Russophobie, c'est écrit, vous avez peut-être pensé, ou on vous l'a dit, que vous alliez ouvrir un site pro-russe. Eh bien, horreur, il n'en est rien. Vous êtes sur un site pro-français, des Français qui, comme le général de Gaulle cité en exergue, estiment qu'il est de l'intérêt de la France, compte tenu de son passé, de concevoir son futur dans un ensemble eurasiatique avec la Russie. D'où notre effort de lutter contre la russophobie odieuse et imbécile. Dimitri, je te laisse compléter la présentation de ton site et puis de ce que tu veux présenter. Merci. Alors là, tu as dit
un des éléments essentiels. C'est effectivement l'accusation qu'on entend le plus souvent, c'est qu'on est des pro-russes, poutiniens et autres. Alors qu'en fait, cette idée de lutter contre la russophobie, compte tenu de son accroissement, de son extension, et depuis l'affaire ukrainienne, et quand je dis l'affaire ukrainienne, c'est depuis le coup d'État de 2014 du Maïdan, qui a pris des proportions absolument délirantes. Et on espérait que ça se réduirait, et puis en fait, non, ça s'est au contraire accru. Et ça s'accroît encore plus maintenant, bien qu'on ait peut-être un petit ralentissement juste actuellement. L'idée de lutter ou de s'indigner de la russophobie, elle est justement née d'une indignation. Elle est née d'une indignation en tant que journaliste, puisque je suis journaliste, parce que c'est dans les médias et c'est dans le personnel politique que s'exerce cette russophobie, qui, heureusement en France, ne touche quand même pas une grande proportion de la population. Mais ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. C'est donc une indignation en tant que journaliste, c'est une indignation aussi en tant que citoyen, parce que le fait que les médias ne donnent plus d'informations, ne remplissent plus leurs fonctions, que même au niveau de l'éducation, puisqu'on a parlé aussi enseignement, éducation, formation, on se met à nier l'histoire, à raconter n'importe quoi sur une des composantes essentielles de l'histoire et de la culture européenne, car la Russie est une des composantes de l'Europe. Et elle est perçue comme telle dans le reste du monde. C'est une indignation aussi en tant que Français, puisque, comme tu l'as très bien rappelé, le général de Gaulle, mais aussi Chateaubriand, par exemple, citait bien le fait qu'il nous fallait jouer la Russie parce que c'était l'intérêt de la France et que quand la France s'entendait bien avec la Russie, c'était bon pour la France. On avait besoin, en géopolitique tout à fait primaire, d'une puissance de revers par rapport aux puissances qu'il pouvait y avoir au centre de l'Europe et évidemment les puissances allemandes essentiellement. Et à mon avis, les choses restent au niveau de la géopolitique de base, restent vraies. Mais je dirais que c'est aussi une indignation d'Européens. J'ai pas dit européiste, j'ai dit européen. Parce que justement, l'une de nos composantes, la Russie, est traitée avec un mépris qui confine au racisme. Et évidemment, mon indignation de citoyen ne peut que se révolter contre le fait que cette propagande intensive en arrive à avoir des conséquences de discrimination contre des gens qui ont simplement le tort de porter un nom russe. Regardez le nombre de comptes en banque qui ont été fermés arbitrairement à des gens qui étaient pourtant dans des pays européens ou en France même, depuis des années, sans avoir jamais eu un problème bancaire. Je ne vous parle pas, et là je parle de mon indignation d'Européen et non d'européiste, mais là je pourrais même être en tant qu'européiste, le fait que dans les pays baltes, il y a des sous-citoyens qui, parce qu'ils sont russes, parce que leur langue natale est le russe, sont traités comme des citoyens de seconde zone, se voient interdire de parler leur langue, se voient fermer leurs écoles. Et enfin, bien sûr, c'est une indignation aussi
en tant que Russe, puisque je suis d'origine russe aussi. Je suis à la fois français et russe. Et je suis donc, de ce point de vue-là, un Européen qui ne peut pas supporter que des politiques ou des médias puissent déformer les choses, puissent ne recourir au niveau médiatique à tous les trucs, toutes les formes de déformation de l'information, aux amalgames systématiques, aux dissimulations, aux doubles standards. Regardez comment a été traitée dans la presse française l'affaire d'Odessa 2014, où 50 personnes, au moins, ont été brûlées vives par des gens se réclamant ouvertement de l'idéologie nazie en Ukraine. Comment ont été traitées en règle générale des informations même comme l'intervention russe en Syrie, qui a pourtant arrêté une offensive islamiste, et on voit aujourd'hui ce que ça donne les islamistes au pouvoir. Bref, c'est une indignation, et c'est plus que ça aujourd'hui, malheureusement, parce que moi j'espérais qu'on allait diminuer les choses, que même notre site n'aurait qu'une existence éphémère. Nous sommes un site, stoprussophobie.info. Nous sommes un fil X, c'est-à-dire anciennement Twitter. Nous sommes un fil Telegram. Nous sommes un fil Facebook. Et nous avons un petit TikTok, qui n'est pas encore tout à fait au point. Notre site a été attaqué 2 fois, au point qu'il a fallu tout reprendre. Mais ce qui est très important, c'est que malheureusement, il a de plus en plus de raisons d'être. Parce que depuis l'opération militaire spéciale des Russes, qui sont intervenus pour empêcher la liquidation et le nettoyage ethnique des Russes du Donbass. Je pourrais revenir sur la question du fait que l'Ukraine est un pays puzzle qui a été composé notamment avec le rattachement de ce qu'on appelait la Novorossiya, donc une partie russe, qui a été rattachée par les bolcheviks dans les années 20, après la Révolution, afin de prolétariser une Ukraine qui était essentiellement paysanne et agricole. Et quand le rêve ukrainien national a eu la possibilité de se développer en 91, après l'implosion de l'URSS, ceux qui se sont emparés du pouvoir, au lieu de chercher à vivre ensemble, se sont au contraire référés à l'idéologie, à une idéologie qui excluait tous ceux qui n'étaient pas de purs ariens en quelque sorte, puisqu'ils se réclamaient ouvertement du nazisme qu'ils avaient pratiqué pendant l'occupation allemande. Mais c'est un sujet plus large, mais qui malheureusement, aujourd'hui, compte tenu des doubles standards, est totalement accepté en Europe occidentale. Non seulement accepté, mais encore plus grave. Cette russophobie systématique, au niveau de l'Union européenne, au niveau des rêves fédéralistes de certains dirigeants de l'Union européenne, les héritiers de Jean Monnet en quelque sorte, qui voudraient qu'il existe un patriotisme, entre guillemets, européen, qui n'existe pas. Puisque l'européisme, ils l'ont construit sur des dessins de pont, sur les billets de banque en euros. Aucune personnalité européenne, aucune histoire de l'Europe, aucune identité. Non, il faut détruire l'identité de chacun des pays pour créer une identité pseudo-européenne telle qu'ils la conçoivent. Et se disent-ils, et c'est récemment des européistes qui m'ont expliqué ça, on arriverait à construire un patriotisme européiste grâce à la haine du russe. Comme si on pouvait construire un patriotisme sur de la haine. Alors que le patriotisme, c'est le résultat d'un amour. Moi, si je suis patriote français, c'est parce que j'aime la France, c'est parce que j'aime ses paysages, c'est parce que j'aime sa culture, c'est parce que j'aime les Français. C'est pas parce que je déteste les Allemands ou les Anglais. Bon, les Anglais, il y a peut-être des raisons, mais quand même.
Non, les Allemands aussi. Donc, tout ça, aujourd'hui, rend malheureusement notre lutte contre la russophobie terriblement actuelle et terriblement nécessaire. Absolument. Merci Dimitri pour cette présentation et ces faits malheureusement omniprésents jour après jour. Alors, je vais en arriver, j'en reviens à vous Corinne, parce que justement, par rapport à ce que vient d'exposer Dimitri, Alain et Chloé, page 254 de votre ouvrage, vous parlez de quand-on par propagande, désinformation et fausses nouvelles. Et je trouve qu'effectivement, ce sujet va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être exposé. Je vous laisse développer, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. En définitive, si j'ai fait cette partie, c'est parce que je voulais vraiment armer le plus possible, presque intellectuellement, les lecteurs, pour qu'ils soient capables de dissocier, d'une part, la manipulation que j'évoquais au début, mais également carrément la propagande en définitive. La propagande qui est faite pour défendre telle ou telle idée. On a parlé de l'Europe, justement, de l'Union européenne, pardon, et de cette idée précise de l'Europe, qui n'est pas celle du tout qui a été développée auparavant d'ailleurs, qui est relativement récente. Et du coup, par rapport à ces armes, bah, je peux tout simplement en parler de façon un peu résumée. C'est-à-dire que, tout d'abord, pour déceler la propagande, il faut apprendre à reconnaître les différents éléments qui sont présentés. Si, par exemple, vous entendez parler de boucs émissaires, si, par exemple, des personnes veulent faire appel à vos émotions, si des personnes répètent une information qui n'est pas forcément évidente, mais ils la répètent sans cesse, bien, en fait, vous pouvez quasiment être sûr que c'est parce que les personnes qui vous parlent essayent d'insérer dans votre esprit une idée ou une façon de voir qui normalement n'aurait pas été la vôtre si vous aviez fait preuve d'analyse, tout simplement. Et vous pouvez également utiliser dans un deuxième temps contre la propagande votre expérience personnelle et surtout l'histoire, c'est-à-dire justement, Dimitri en parlait à l'instant, vous avez des faits historiques qui sont revus et corrigés maintenant, c'est littéralement du révisionnisme. On sait que la Russie a sauvé l'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas que d'autres acteurs ne sont pas intervenus. Il y avait bien évidemment la résistance française, il y avait bien évidemment les Américains ont eu également un rôle, mais bon, plus à la marge. Et on sait qu'en Europe, ce sont les Russes qui ont agi. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de rencontrer des survivants des camps, par exemple, qui avaient les numéros sur les bras, vraiment des personnes qui avaient vécu des choses très dures et qui étaient encore en vie pour nous le confirmer. Aujourd'hui, toutes ces personnes ont plus ou moins disparu, ne serait-ce que par rapport à l'âge. Et les nouvelles générations se calquent maintenant sur les livres d'histoire qui ne racontent plus ces faits, ou qui ne les racontent plus comme ils se sont déroulés en fonction des témoins, de ceux qui étaient là pour le raconter. Donc, il est extrêmement important également de ne pas perdre de vue son histoire, de ne pas perdre de vue l'histoire. Ça, c'est le premier point concernant la propagande en général. Ensuite, il est impératif, quand on veut vraiment combattre la manipulation et les apprentissages, ce qu'on appelle finalement les apprentissages involontaires, c'est-à-dire ce qu'on vous amène un peu comme, vous savez, les publicitaires peuvent le faire. Ils vous amènent une idée que vous intégrez de façon presque inconsciente, tout simplement parce qu'elle est amenée de façon habile et qu'il y a des techniques pour ça. Et en fait, pour éviter ça, vous avez également le fait d'être capable de développer votre sens critique. Et comment on développe son sens critique? En se posant les bonnes questions. Et d'abord, on se demande, mais de qui vient l'information qui a été diffusée déjà? Est-ce qu'elle a des conflits d'intérêts? Est-ce que c'est une source fiable? Etc. Ensuite, on doit se demander aussi quel est l'objectif de la diffusion de l'information qu'on nous amène. On peut aussi se demander si les arguments sont avancés avec des preuves ou sont avancés avec des opinions.
ou des oui-dire, ce genre de choses. Ensuite, vous pouvez également, toujours pour vous apprendre à vous défendre, vous pouvez vérifier justement l'origine des sources. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure avec les personnes qui peuvent parler avec des conflits d'intérêts. Et donc, c'est important de savoir qui parle, d'où la personne parle en définitive. Voilà. Et une fois que vous avez déterminé ça, bah, vous pouvez voir s'il y a des conflits d'intérêts, si la personne est relativement neutre, etc. Et du coup, vous pouvez vraiment vous faire un avis beaucoup plus, disons, solide et surtout fiable en sachant d'où la personne parle et qui elle est. Vous pouvez également contrôler l'origine de l'information. C'est-à-dire justement, là on voit un grand nombre de médias libres, entre guillemets, enfin j'utilise le mot libre parce que c'est en opposition au mainstream ou aux médias de grand chemin. C'est une expression qui est utilisée par Idriss Aberkan par exemple. Eh bien en fait, ces médias traitent l'information déjà différemment. Puisqu'on on a déjà différents points de vue, ne serait-ce que ça. Quand vous avez un média qui défend uniquement un point de vue ou une vision ou une interprétation d'un fait, déjà, il devrait y avoir une petite lumière rouge qui s'allume en me disant mais attendez, est-ce qu'il y a des gens, tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde a vu la même chose, voilà. Et du coup, les médias, justement, ces médias, je pense à Toxin, je pense à TV Liberté, je pense à d'autres, le Canard réfractaire, ce genre de choses, quelle que soit leur orientation ou leurs obédiences, mais en fait, finalement, ils présentent des faits avec les différents points de vue qui nous permettent justement, en bout de ligne, nous, téléspectateurs ou spectateurs, ou des personnes qui regardent Internet, qui nous permettent de nous forger notre propre avis. Du coup, à partir de là, déjà, vous commencez à avoir de vraies armes devant vous. Il y a encore différentes petites choses que je vais résumer encore rapidement. Il faut développer aussi le doute, parce qu'il se trouve que le doute fait partie aussi de la pensée française. Le doute est extrêmement important. C'est-à-dire que quand une idée vous est amenée, il faut savoir la questionner tout simplement. C'est primordial. Ça paraît basique comme ça, mais c'est pas aussi évident finalement aujourd'hui avec le système des médias qui vous prémâchent un peu les choses et qui vous disent systématiquement ce qu'il faut penser, comment il faut le penser, etc. Eh bien, c'est important de dire, attendez, de questionner, comme je disais tout à l'heure, mais également de douter, d'aller chercher d'autres informations, d'autres interprétations des faits, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est important également de reprendre la maîtrise de l'analyse des choses, et c'est pour ça que c'est un des buts de mon ouvrage, c'est-à-dire de reprendre en main ces processus de pensée, de reprendre en main ces apprentissages, de reprendre en main finalement ces capacités d'analyse, ces capacités de réflexion. Et c'est vrai que en travaillant, comme je le dis dans Apprendre et comprendre autrement, sur sa mémoire, sur son attention, en améliorant son attention, sur sa confiance en soi, sur sa capacité sur la gestion de ses émotions, on est capable d'avoir des outils qui permettent de combattre les personnes qui peuvent nous manipuler éventuellement, ou la fameuse impuissance apprise ou impuissance acquise, qui est un synonyme que j'évoquais plus tôt. Les deux derniers petits points, c'est également lié aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et les médias. En fait, il faut au niveau des réseaux sociaux, c'est assez compliqué parce que finalement, beaucoup de personnes se laissent un peu manipuler, entraînées par le flux des algorithmes. Donc, toutes ces personnes finissent par regarder uniquement ce qu'on leur propose et ne vont pas aller voir ailleurs. Ils ne cherchent pas, il n'y a pas la démarche d'aller chercher autre chose, d'aller chercher d'autres points de vue. Il faut savoir que souvent, ces algorithmes sont des pièges. Ils nous enferment souvent dans une petite bulle où tout le monde pense un peu la même chose, ou alors ils nous orientent vers ce que le système voudrait qu'on pense. En fait. L'Europe, c'est la paix, ce genre de choses. Voilà, pour n'évoquer que l'Europe. Et le dernier point, en fait, c'est que par rapport à ça, il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir se relaxer, il faut savoir apprendre à méditer, il faut savoir ne pas trop s'attacher à aller chercher absolument la vérité. Il faut être en mesure
de relativiser tout simplement et de se reconnecter suffisamment avec sa propre existence pour pouvoir être capable, et avec le présent surtout, pour pouvoir être capable de survoler les choses, de les relativiser et de les analyser en prenant son temps. Et tout ça est possible si on n'est pas trop engagé émotionnellement dans toute cette activité, dans toute cette actualité qui nous arrive presque malgré nous, à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, à partir du moment où on suit l'actualité, ou même à partir du moment où on était engagé dans une forme de lutte sociale ou ce genre de choses, ou autre, voyez. Et c'est vrai que c'est important de rester bien ancré dans le présent et de savoir finalement prendre soin de soi. Parce qu'en définitive, avoir confiance en soi et prendre soin de soi, ça nous permet également de lutter contre des personnes qui veulent, disons, nous attaquer intrinsèquement, c'est-à-dire nous grignoter au fur et à mesure. Une personne qui est solide au niveau de sa santé, au niveau de ses convictions, est une personne qui sera plus difficilement également manipulable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai également, parce que je viens de rendre un autre ouvrage à mon éditeur qui s'appelle Nourrir son cerveau, manger autrement et dépenser moins, qui va sortir au mois de septembre. Et dans cet ouvrage, justement, j'explique comment on prend soin de soi par la nourriture, comment on prend soin de ses cognitions et de la façon dont on réfléchit en se nourrissant des bonnes choses. Et bien évidemment, ça ne passe pas uniquement par l'alimentation, ça passe aussi par les bonnes émotions, ça passe aussi par le fait de respirer, de prendre l'air, d'être capable de se reconnecter aux choses et à la nature. C'est tout un mécanisme, c'est tout une démarche à accomplir vis-à-vis de soi qui nous permet d'être ouvert aux autres sans être dévoré par les autres, d'une certaine façon. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. C'est tout à fait exact parce que si on est trop dans l'affect, au bout d'un moment, on perd pied. Je le sais, hein, parce que je pense qu'on l'a tous expérimenté. Et à un moment donné, effectivement, il faut garder une espèce d'un point de vue extérieur, une espèce de tête froide parce que sinon, au bout d'un moment, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Il faut savoir quand même que en face, le camp du mal, là, eux, ils désarment pas et ils sont au charbon, entre guillemets, tous les matins et tous les soirs. Et c'est surtout qu'ils sont extrêmement déterminés. Excusez-moi, c'est surtout qu'ils sont extrêmement déterminés. Ils sont extrêmement déterminés. Cette détermination fait qu'ils sont à la fois très résilients et très tenaces. Donc, il faut savoir se préserver pour pouvoir tenir sur la longueur. En fait. Voilà. Absolument. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce point de vue. Chloé, une petite réaction sur tout ce qui vient d'être... Oui, alors il y a plein, ça m'inspire beaucoup tout ce que tu as dit, merci Corinne. J'adhère à tout ce que tu dis là, vraiment. Et j'aimerais insister sur, je ressens une sorte de dogmatisme qui est aussi présent dans nos rangs, des gens qui suivent un tel, une telle, Alexis Cossette pour Trump, etc. Et moi, je trouve que c'est le même défaut, le même biais qui est utilisé par les gens qui se disent éveillés ou résistants et qui suivent comme des moutons la parole d'un tel sans vérifier, sans prendre du recul, sans se dire peut-être il a eu raison sur ça, mais peut-être pas sur ça, et en fait de déléguer sa pensée, son autonomie intellectuelle à d'autres personnes. Pour moi, c'est un poison, c'est vraiment la source de... C'est ça la propagande. La propagande, c'est pas uniquement les médias mainstream. Parce que téléphone, on peut peut-être couper les micros. Il y a un bruit de téléphone là. C'est pas moi. C'est Alain ? C'était bien. Ok. Voilà, donc c'est ce que je déplore souvent. Le manque d'esprit critique, malheureusement, est encore très présent dans nos rangs. Et la tendance à suivre aveuglément et ensuite à être déçu si cette personne ne dit pas exactement ce qu'on pense aussi, parce que ça, il y a du comment on peut dire, du cultuel, un culte qui est voué à des figures publiques qui ensuite parfois est déçu. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui s'attendent à ce que je dise des choses, à ce que je traite certains sujets au moment où
où mes abonnés, par exemple, veulent un certain sujet, et puis je ne le traite pas forcément à ce moment-là. Et il y a une sorte d'instrumentalisation par un public qui est consommateur. Et je pense qu'il faut arrêter d'être consommateur, il faut être acteur de notre vie et acteur de notre réflexion et de notre cheminement intellectuel et émotionnel. Voilà, bon, ça paraît simple, ça paraît évident, mais malheureusement, il y a encore trop de personnes qui s'en remettent à d'autres penseurs, à d'autres analystes, à des personnes qui ont fait les recherches et qui ne remettent rien en question. Et je pense que notre salut vraiment réside dans notre autonomie intellectuelle et émotionnelle. Et effectivement, de savoir mettre une distance entre les faits et notre affect. Et bon, c'est pas toujours facile parce que c'est des fois choquant ce qu'on explique, ce qu'on observe à Gaza notamment. Mais je pense qu'on sera plus à même d'être dans l'objectivité si on arrive à séparer l'image de nous, en fait, de s'extraire en fait de la scène pour avoir un regard plus global et moins orienté. Alors, je dirais que c'est plus facile quand on a un temps on a une certaine bouteille, on a une certaine ancienneté par rapport à tout ça, parce qu'il y a des personnes qui viennent juste de découvrir, par exemple, la pédocriminalité et qui n'arrivent pas à avoir ce recul, et c'est totalement compréhensible. Mais disons, au bout d'un certain temps, on arrive en tout cas moi j'arrive à prendre un peu de recul, même si c'est très trash et très difficile, pour pouvoir l'expliquer à des personnes qui découvrent, par exemple. Parce que quand on est trop dans l'énervement, dans la colère ou dans le drame, on n'arrive pas à atteindre les personnes qui ne connaissent pas les phénomènes. Et je pense que pour être un support aux gens qui ne connaissent pas et qui ont envie de découvrir, il faut rester un petit peu calme au niveau de son émotion. Et voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien, chacun son rythme et chacun fait comme il peut, hein, évidemment. Mais c'est des choses que j'ai observées autour de moi. C'est pour cette raison que c'est un... Pardon. Non, vas-y. Oui, c'est pour cette raison qu'il faut, savoir, comme tu dis, se donner le temps et puis faire preuve d'un peu de générosité vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que tu parlais des personnes qui découvrent la pédocriminalité. Ce sont des crimes terribles. C'est difficile de rester impassible. Voilà. Donc, on a le droit quand même de ressentir des choses et puis de se laisser le temps de gérer l'information. Mais surtout, il ne faut pas se transformer en consommateur de l'information. Il ne faut pas ensuite aller voir tout ce qu'on trouve sur la question. Il faut savoir apprendre à digérer l'information au fur et à mesure et ensuite faire preuve un peu de générosité par rapport à soi-même, se laisser le temps de réagir comme on doit réagir, voilà, puisque on est quand même des êtres humains. Et puis derrière, une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait preuve de générosité vis-à-vis de soi-même, de patience vis-à-vis de soi-même, ben c'est là qu'on a aussi la force de se poser et de prendre le temps de réfléchir. Et c'est comme ça aussi qu'on regagne sa réflexion. C'est comme tout simplement parce qu'on se donne le temps de le faire. On n'est pas dévoré par des vidéos qui nous arrivent ou des fils qui nous arrivent constamment avec des personnes qui nous parlent du sujet en question. Et on n'est plus. Il faut d'une certaine façon cesser d'être consommateur de l'information, même si c'est une information difficile, même si on a envie d'en apprendre plus, etc. Il faut apprendre à choisir le moment et à se poser et à s'arrêter dans la journée à un moment quand c'est trop. Faut pas se gaver en gros. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les réseaux sociaux nous amènent beaucoup à consommer et sans finalement avoir ce sens de la satiété d'une certaine façon. On perd le sens de la satiété au niveau des aliments, on le perd de la même façon au niveau de l'information en définitive. Il y a un moment quand c'est trop, il faut savoir s'arrêter, se déconnecter, se dire voilà, ce fait sera là encore demain. C'est pas parce que je me déconnecte que je tourne le dos ou que je me dis que ça n'a pas d'importance. C'est juste qu'il faut se laisser le temps de digérer. Il faut se laisser le temps de gérer les choses, en fait. Voilà. Super. Eh bien, merci J'aimerais beaucoup. juste peut-être, je suis tout à fait d'accord avec ça. Juste rajouter une petite chose sur les médias alternatifs ou médias indépendants.
qui ne sont pas non plus des exemples toujours de la pluralité des opinions, de la pluralité des faits et des témoignages. Par exemple, Toxin, qui a interviewé plusieurs fois Xavier Poussard sur l'affaire Brigitte, n'a jamais interviewé Natacha Ray, malgré les demandes répétées de son avocat et d'elle-même, tu vois. Donc, il y a aussi ce culte qu'on voue aux médias indépendants qu'il faut aussi arrêter et garder vraiment son autonomie et son libre arbitre avec tout le monde et avec tous les médias, je dirais. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Parfait, merci. Alain, petite réaction sur tout ce qui vient d'être dit. Ton micro, Alain, le micro. Ah, vous m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Ouais, si, ça y est. Non. Moi, si vous voulez, quand je parle de ce que je fais aujourd'hui, je suis plus dans l'action, si vous voulez. Bon, c'est vrai qu'il y a la connaissance, la nécessaire, faut s'informer, faut digérer tout ce qu'on apprend, avoir un cadre qui permette justement de bien maîtriser tout ce qui nous est annoncé, tout ce qui nous est donné. Mais bon, je me place sur un sujet un petit peu, sur un niveau un peu différent. Comme je suis dans l'action, fondamentalement, j'essaye de savoir sur les réseaux sociaux, hein, sur nos amis, sur tous ceux que je rencontre, j'essaie de savoir qu'est-ce qui nous rassemble et éviter ce qui nous divise. Parce que la nature du français, c'est déjà la division permanente, ça existe depuis Jules César, hein, on connaît l'histoire. Et j'essaie de faire en sorte de savoir quel est le plus petit commun dénominateur, qu'est-ce qui nous rapproche et sur quoi on peut éventuellement agir. Et c'est dans ces conditions-là qu'on pourra arriver à changer quelque chose, parce que à un moment, si vous voulez, il y a la sanction qui va tomber. Hein, tout ce qu'on a dit en filigrane ce soir, c'est aussi que, si vous voulez, on assiste quand même à un jusqu'au boutisme de la part des européistes, disons du monde de l'Occident. Cette espèce de juxtaboutisme a quand même pour fondement la crainte de perdre, parce qu'ils sont en train de perdre. Le niveau global, le rapport de force international les donne pas gagnants. Et ça, ils le savent, et c'est pour ça qu'ils s'accrochent et qu'ils vont s'accrocher longtemps à ce qui leur permet de continuer à bénéficier de privilèges. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Donc, moi, si vous voulez, c'est mon créneau. Hein, c'est qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui est commun dans l'action, et puis voilà. Quant au reste, je le mets un peu de côté, en fait. Ouais, c'est bien. Merci, Alain. Dimitri, petite réaction. Peut-être que tu pourrais nous parler aussi de tes autres activités, parce que je sais que tu en as plein d'autres aussi. Je te laisse le choix. J'ai tendance à réagir un peu à tout ce qui a été dit en professionnel. C'est-à-dire en professionnel comme journaliste, avec une expérience de journaliste international, si vous voulez. D'abord, je pense qu'il faut bien voir ce que le journaliste ne peut pas faire. Il ne peut pas remplacer l'enseignement, l'acquisition de la culture. Mais il va travailler par rapport à un public qui a un niveau de culture qu'il a dû acquérir par ailleurs. Un journaliste, ce n'est pas un prof. Il y en a qui le croient, qu'ils sont les profs, ils ne le sont pas. Il faut qu'ils parlent par rapport à un niveau de culture, à un niveau de connaissance qui doit être acquis et qui aujourd'hui est effectivement en train de dégringoler en France. Il faut essayer, dans le langage qu'on emploie, dans les mots qu'on emploie, dans les concepts qu'on manie, il faut essayer d'être compris du plus large nombre possible, mais il n'empêche qu'on sait que ça ne sera pas toujours possible. Deuxièmement, le journaliste ne peut pas échapper à ce qu'il est, c'est-à-dire à
au milieu social où il est né, au milieu national où il est né, à la culture qu'il a reçue, au niveau qu'il a acquis. Et donc, il faut qu'il en tienne compte dans la façon qu'il peut avoir d'appréhender les choses. Et pour ça, il va falloir qu'il trouve des outils pour tempérer ou pour compléter l'information qu'il va apporter à son public, si évidemment c'est un journaliste qui est attaché à son métier, c'est-à-dire à sa vocation de donner l'information nécessaire pour que le citoyen qui le lit ou qui l'écoute puisse se faire une opinion ou puisse faire un choix, soit de conduite, soit d'investissement, par exemple. Et c'est pour ça que la déontologie journalistique doit exister, c'est qu'il ne faut pas tromper l'utilisateur de votre information et vous avez un devoir de fournir une information qui est pérenne. Pour ça, il y a certaines règles. Il y a une très grosse différence entre ce qu'on appelle la communication et ce qu'on appelle l'information. Malheureusement, les deux se recoupent. Et c'est ça qui est difficile, et pour le journaliste, et pour celui qui reçoit le message du journaliste ou du journaliste entre guillemets. En gros, quand je fais de l'information, ce qui est le plus dur dans mon métier, c'est de trouver l'information, c'est de trouver les faits. Je ne sais pas avant d'écrire ce que je vais écrire. Je n'écrirai qu'en fonction de ce que j'aurai trouvé et de ce que j'aurais pu considérer comme exact, comme un fait qui s'est produit, comme une réalité que je peux arriver à comprendre et à expliquer, ou que j'aurais pu interpréter grâce à l'aide que j'aurais pu recevoir de gens compétents pour me l'expliquer et donc l'expliquer au lecteur. La communication, c'est autre chose. Quand je me mets à mon ordinateur, je sais ce que je vais écrire. Et je sais, donc, je suis dans le message publicitaire ou dans le message de propagande. Donc, je vais avoir à cœur de faire passer ce message. Et ce message, je vais recourir à des tas de méthodes, dont la principale est en général d'avoir recours à l'émotionnel au lieu d'avoir recours au rationnel, qui est toujours plus difficile et qui est toujours moins attirant que l'émotionnel ou ce qu'on dit toujours, hein, les 3 S en anglais, si, sun, sex, qui sont les secrets pour arriver à faire passer votre message. L'ennui, c'est que pour ne pas être chiant quand j'apporte de l'information, parce que j'ai aussi besoin de vendre mon journal, de faire écouter mon émission, d'avoir un public, je vais avoir, en apportant une véritable information, recours à certains procédés du communicant, du publicitaire, du propagandiste. C'est-à-dire que je vais avoir un recours à ces éléments qui vont attirer l'attention. Je vais accrocher. Et c'est là qu'on est sur la période la plus glissante, la plus dangereuse. Mais bien évidemment, et dans mon cas de la russophobie, j'ai affaire en permanence à la communication, qui non seulement a le procédé du recours à l'émotionnel, alors c'est des affirmations, des chiffres, des informations qui vont forcément en appeler à par exemple, l'accusation qu'il y a contre Poutine d'avoir
enlevé ou fait enlever 20 000 enfants en Ukraine ou dans le Donbass. Et puis là, lors des dernières négociations entre les Ukrainiens et les Russes ont remis la liste des enfants disparus aux Russes, et il y en a 339. C'est pas 20 000, hein. Mais vous voyez, les 20 000, ça a été asséné. Et ça fait que c'est rentré dans une information, et qui au début a même pu être livré avec un conditionnel pour les médias les plus prudents, mais qui, par le fait de ce qu'on appelle le background dans la presse, c'est-à-dire qu'on rappelle l'information précédente, est devenue une vérité. Et ça, c'est un des principes de Goebbels. C'est plus vous allez répéter, plus un mensonge va devenir une vérité. Et c'est ce qui s'est fait en permanence. Par exemple, avec l'affaire du MH17, abattu sans doute par en fait des Ukrainiens, et qu'on a fait reporter la responsabilité aux gens du Donbass et aux Russes. Par exemple, sur l'affaire de Boutcha, où jamais la liste des victimes n'a été donnée, où jamais l'enquête menée par les gendarmes français n'a été publiée. Alors que on vous assène qu'il y a eu un massacre soi-disant commis par des Russes à Boutcha, dont le nom n'a pas été choisi au hasard par évidemment les conseillers anglo-saxons de la communication qui est otanienne. Donc vous voyez les procédés de répétition et le procédé du narratif. Le narratif, alors qui dans le monde macronien est évidemment la règle de base, mais regardez récemment, sur ce qui concerne encore un peu mon domaine, vous avez entendu partout parler de le Pearl Harbor russe, avec les bombardiers, les bombardements par drone contre les bombardiers stratégiques russes, dont soi-disant 40 auraient été détruits. En fait, il y en a 4 qui ont été détruits et d'autres qui ont été abîmés. Mais ça a été répété, et partout, vous allez remarquer le mot le Pearl Harbor. Là, vous pouvez dire, il y a un narratif. Là, il y a une consigne. Et là, on est dans la com. Là, on est dans la propagande, effectivement. On est dans la pub. On n'est pas dans l'info. En plus de ça, on est dans un narratif un peu imbécile, parce que Pearl Harbor, ça ne s'est pas terminé très bien pour les Japonais quand même. Oui, il y a eu une suite. Et en plus, c'est un narratif qui va parler psychologiquement à des Américains, à des Anglo-Saxons, a priori, beaucoup moins pour des gens qui ne sont pas sous le soft power permanent des Américains. Donc vous voyez, on peut reconnaître le narratif. Après, il y a un autre élément aussi, c'est se demander pourquoi on me parle de ça en ce moment. Pourquoi on me dit ça alors que celui qui me le dit, logiquement, ne devrait pas parler de ça. Donc il y a anguille sous roche quelque part. Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et puis enfin, par rapport à l'élément d'information qu'on peut recevoir, ou de com, il faut quand même quelquefois simplement s'arrêter 2 minutes et réfléchir. Le journaliste dans la salle de rédaction n'a pas toujours le temps de réagir aujourd'hui parce que tout va trop vite, parce que aussi, il a une telle pression qu'il risque d'avoir des problèmes s'il réfléchit trop ou s'il va commencer à dire des choses qui risquent de déplaire à ses chefs. Mais il n'empêche, on peut réfléchir, on peut se demander, tiens, comment se fait-il par exemple qu'on dit que le gazoduc du Nord, la Nord Stream, vous savez, que les Américains ont fait exploser, comment a-t-on pu raconter sérieusement que c'est les Russes eux-mêmes qui l'auraient fait exploser, alors qu'il aurait suffi qu'ils tournent le bouton du robinet pour arrêter le gaz? Ce genre de questions-là, de bon sens, il faut quand même se les poser
quand on entend des informations et surtout avant de les diffuser, sauf si on les diffuse dans le cadre de la com et du message qu'on veut faire passer. Mais ce n'est pas le cas de l'information. L'information, on va chercher les faits et on essaie de les exposer, on essaie de tempérer sa propre réaction subjective qui existe toujours, en la tempérant et en la rendant crédible et solide, en utilisant des sources qu'on va citer, en sachant qu'on ne sera jamais objectif. Pour nous, pour les journalistes, on sait que l'objectivité, ça n'existe pas, parce qu'il y a trop d'éléments de subjectivité, volontaire ou involontaire, mais qui est tempéré par le fait qu'on source l'information, qu'on sait d'où elle vient et qu'elle peut s'équilibrer par d'autres sources. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, vous savez, on est à 1h15 d'émission. On va donc passer à chacun le mot de la fin, la conclusion. Je sais que Chloé doit partir. Donc, eh bien, Chloé, alors déjà, avant de te céder la parole, Chloé, Eric, est-ce que tu peux afficher à l'écran, s'il te plaît, les ouvrages respectifs de nos invités? Ça serait sympa, pendant qu'ils font tous le mot de la fin. Donc, Chloé, je te laisse faire le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup Claude et merci à vous quatre qui avez participé à cette émission. C'est très enrichissant et je ne connaissais pas Corinne, je ne connaissais pas Dimitri et Alain. On s'est rencontrés il y a une semaine à Carmaux pour l'Agora citoyenne, mais je suis ravie d'entendre vos points de vue qui sont très 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 intéressants. Merci Claude de nous avoir réunis. On continue à garder notre esprit sans pollution, dépollué de toutes les propagandes et de toutes les ingénieries sociales propres à Goebbels et aux autres affiliés pour nous faire penser ou nous faire détester les personnes désignées. Ce livre, il est disponible sur mon site chloéframery.ch ou alors la Suisse au cœur tout attaché en minuscule.ch. Les deux mènent à Rome. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt pour la suite de nos aventures. Vraiment, merci à vous. Bisous Chloé, bonne continuation, à bientôt. Bisous. Bonsoir, au revoir. Corinne. Au revoir Chloé. Corinne, le mot de la fin? Oui, le mot de la fin. Je voulais quand même rebondir très rapidement par rapport à ce que disait Dimitri, que je rencontre aussi par écran interposé ce soir. Il y a tout de même quelque chose de positif qui ressort de toute cette propagande. C'est que il y a quelque temps, quand une fausse information ou une information erronée qui n'était pas du tout liée aux faits apparaissait, il fallait 6 mois, 1 an, 2 ans pour qu'elle soit contredite et que la masse la plus grande part de la population soit au courant que le fait était erroné. Aujourd'hui, ça va très vite. Aujourd'hui, là, en 2-3 jours, l'affaire des bombardements là sur les avions russes a été débunkée en 2 jours, 2-3 jours grand maximum. Du coup, il y a quelque chose de positif qui ressort de ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les populations commencent à reprendre en main tout doucement les informations qu'on leur envoie. Ils commencent à douter justement et ils commencent à rentrer dans une démarche de reprendre en main, j'ai l'impression, de retourner finalement vers une forme de bon sens. On a prononcé l'expression bon sens tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc en fait, je voulais quand même finir sur une touche positive en disant que voilà, j'ai vraiment l'impression tout de même que les populations retournent vers une forme de bon sens, mais ça va leur demander quand même encore un petit peu d'effort, je pense, pour reprendre en main, et c'est pour ça que j'ai écrit l'ouvrage Apprendre à comprendre autrement, l'entièreté de leur autonomie de pensée. Mais c'est possible parce que on voit qu'il y a une volonté de le faire maintenant, et c'est ça que je trouve positif, et du coup, c'est à saluer également. Voilà. C'est un peu là-dessus que je voulais terminer en disant que en définitive, les Français sont beaucoup plus résilients et sont beaucoup plus ont beaucoup plus de bon sens qu'on ne le pense au départ, qu'on pourrait le penser au départ.
Et toutes ces manipulations ne tiendront pas très longtemps, je pense. Tout ça va être mis au jour et on va retrouver notre autonomie. Voilà. Merci beaucoup. Raison de plus pour continuer à enfoncer le clou, n'est-ce pas? Exactement. Alain, merci On va Corinne. écouter- Alain, le mot de la Bon, en tout cas, je remercie tous les amis qui étaient là ce soir parce que bon, ça permet de faire fonctionner le cerveau et c'est toujours une très très grande utilité. Je parlerai donc de l'actualité. Aujourd'hui, Donald Trump, il est en train de se poser la question de savoir si il va continuer en Ukraine à soutenir Zelensky ou pas, c'est-à-dire à continuer à envoyer de l'armement. Il se trouve dans la même situation que Richard Nixon, quand il a pris le pouvoir à Johnson et qu'il a voulu continuer la guerre du Vietnam pour l'arrêter. Il avait fait une campagne sur l'arrêt de la guerre du Vietnam et il a décidé, donc, suivant les forces qu'il avait avec lui, de continuer la guerre, de bombarder un peu plus pour essayer de mettre le Nord-Vietnam à genoux, ce qui n'a pas abouti. Et très rapidement, la guerre du Vietnam, c'est devenu la guerre de Nixon et ça l'a conduit à la démission. Pas seulement la guerre du Vietnam, c'est une autre affaire qui a servi. Enfin, disons que ça a servi à sa déconsidération. Et Donald Trump, donc dans l'actualité d'aujourd'hui, il est dans la même situation que Richard Nixon dans les années 70. Parfait. Eh bien, Alain, merci beaucoup. Et on passe à Dimitri pour le mot de la fin. Alors, avant que je te cède la parole, Dimitri, j'aimerais, comme tu n'as pas de livre à présenter, j'aimerais quand même rappeler l'adresse internet de ton site, donc www.stoprussophobie.info. Je le répète à nouveau, www.stoprussophobie.info. N'hésitez pas, allez vous connecter sur le site Stop Russophobie. C'est vraiment un site qu'il faut aider et soutenir. Dimitri, je te laisse le mot de la fin. Et n'hésitez pas aussi à vous adresser sur X, Twitter, pareil, Stop Russophobie en un seul mot, ou sur Telegram. Là aussi, vous avez un Stop Russophobie, et là, on regroupe les informations données par les autres, et on en fait une espèce d'agglomération qui permet de gagner du temps à ceux qui ont besoin de connaître des informations dans ce sens. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lutte contre la russophobie nous concerne tous, en fait, parce que c'est un risque de dérapage, parce que la russophobie aboutit à de la discrimination, à une forme de racisme, et c'est très dangereux parce que c'est aussi une utilisation comme bouc émissaire pour les buts avoués ou non avoués de ceux qui veulent construire cet ensemble de l'Union européenne qui aujourd'hui a une fâcheuse tendance à ressembler à ce qu'a pu être l'URSS dans la fin, c'est-à-dire une bureaucratie qui s'est emparée en fait du pouvoir né de la révolution de 1917 et qui est devenue une sorte de caste hors sol. C'est ce qu'on a aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, qui a besoin, en fait, pour se justifier, de références idéologiques, tout comme la bureaucratie soviétique avait la référence idéologique du marxisme, du communisme, dont elle n'avait strictement rien à faire, hein, bien évidemment. Et aujourd'hui, on nous parle de valeurs, on y a rajouté le LGBT, c'est vrai, et on nous parle d'éléments de démocratie, de paix. Par exemple, quand on va aider le régime de M. Zelensky à Kiev, on parle d'un comité pour la paix. On est dans Orwell 1984. Attention, cette caste a des tendances totalitaires parce que plus elle est hors sol, plus elle va tout faire pour garder ses pouvoirs, ses privilèges. Regardez à quel point elle est caricaturale en ayant nommé des commissaires baltes qui, au niveau
du territoire et de la population ne représente rien en Europe. Eh bien ça, c'est typiquement cette caste qui, notamment pour l'idéologie, va s'appuyer sur le racisme et anti-russe, comme l'ont fait les nazis dans le racisme contre les Untermensch, notamment les Slaves, et évidemment les Juifs. Très bien. Eh ben, Dimitri, un grand merci. Merci à vous trois. C'était franchement une émission très plaisante. Trois parcours différents, enfin 4 avec Chloé, mais Chloé a dû partir. 4 parcours différents et 4 analyses finalement différentes, mais qui se complètent totalement. Et donc, j'ai pris un réel plaisir à vous inviter. C'était une première, un invité un peu 4 personnes avec des parcours un peu différents. J'ai dit, après tout, je manquais de temps pour vous inviter chacun dans une grande émission parce que question d'agenda, et puis après, on rentre dans les vacances. Et j'ai dit, allez, je vais tenter le coup. Bon, ben, je suis ravi. Finalement, j'ai pris un grand plaisir à vous recevoir. Et il y aura évidemment une prochaine fois. Et je vous souhaite à tous donc une bonne fin de soirée. Amis internautes, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. N'oubliez pas, il faut relayer bien entendu cette émission, toutes les émissions. Il faut soutenir toujours les médias libres et indépendants et soutenir aussi les écrivains qui essayent d'écrire des livres et de les diffuser. C'est pas chose facile. Et soutenir aussi, bien évidemment, des personnalités comme Dimitri de Kochko qui, lui, se bat pour faire reculer l'obscurantisme et le racisme. Merci à vous tous et à bientôt. Merci. Alors, merci, au revoir. Au revoir.